tu as la parole. Merci. Alors, l'affaire des caricatures de Mahomet. L'affaire des caricatures, ça passe là. Bon. On vous en a parlé assez brièvement ce matin. Elle a donné lieu à une très étrange entreprise en milieu universitaire. Dans le livre dont je vais vous parler, qui s'appelle en français « La critique est-elle laïque ?» des universitaires états-uniens, donc l'une très célèbre qui s'appelle Judith Butler et Wendy Brown, mais aussi des universitaires pakistano-américains, Talal Assad et Saba Mahmoud, partant des questions philosophiques et anthropologiques qui leur paraissaient posées par cette affaire, s'attaquent au secularism. Donc le mot anglais dans le livre, avant traduction, c'est secularism, et il est mal traduit donc par laïcité, puisque notre régime français est plus exigeant et qu'il exclut tout à fait le communautarisme. La conception anglo-saxonne, qui part du principe qu'il faut organiser la coexistence de différentes religions, alors que la laïcité française pense la nécessité d'organiser la coexistence de toutes les opinions, y compris l'incroyance. Cette conception anglo-saxonne est sensiblement différente. Mais l'important est de comprendre, au-delà de petits problèmes de traduction de titres, que dans le livre dont je parle, la remise en question du régime de sécularité va plus loin encore que ce que nous appellerions une remise en question du régime de laïcité française. C'est-à-dire que les auteurs remettent en question la séparation des églises et de l'État, du privé et du public, telle qu'elle est pratiquée au minimum dans toutes les démocraties européennes et nord-américaines. Ces philosophes et anthropologues soumettent le régime de sécularité à une critique généalogique qui est inspirée de Michel Foucault. Ils discutent des cadres de pensée, du savoir et du jugement qui mènent à la reconnaissance de ce régime de sécularité. Et en revenant sur son origine, ils prétendent le relativiser et leur objectif est de dénoncer comme étant des préjugés ethnocentriques les fondements de ce régime. Alors il y a bien sûr bien des précautions de langage, des interrogations qui sont en réalité tendancieuses, mais malgré toutes ces complications, eh bien, la réflexion conduit de fait à contester le rôle de l'État sécularisé dans la régulation des conflits portant sur la place du religieux. Et donc ceci à partir d'une réflexion sur l'affaire des caricatures de Mahomet, mais avec une portée générale. Alors cette entreprise déconstructiviste, qui vise à déconstruire des concepts en revenant sur leur origine, commence par ignorer les faits. Alors là, il faut revenir sur le travail de Jeanne Feuvret-Sada, qui au contraire les établit. En l'occurrence, les auteurs de La critique est-elle laïque entendent raisonner sur la colère des masses musulmanes qui auraient été mises en fureur par les dessins de Mahomet, alors que, selon les travaux de Jeanne Feuvret-Sada, qui n'ont pas été discutés sur cette question de fait, il s'agissait d'une manipulation internationale organisée par une poignée d'imams islamistes qui étaient réfugiés au Danemark et qui étaient liés aux frères musulmans dont les monnaies ont été relayées par les différents pays à majorité musulmane qu'ils ont réussi à impliquer, d'où une crise internationale. Cela avec des réponses très inégales. Selon les pays, c'est très frappant, il y a un contraste entre les masses musulmanes impliquées dans des manifestations violentes, 139 morts de par le monde, qui n'avaient pas pu voir les caricatures, et d'autre part la réticence des musulmans
qui, eux, avaient pu voir les caricatures réticentes à se mobiliser parce qu'ils n'étaient pas prêts à suivre, en particulier au Danemark, les incitations à cette mobilisation. Alors, pour le dire avec Voltaire, mais en d'autres termes que ceux qui ont été prononcés aujourd'hui autour du thème de la tolérance, eh bien, aux éternels fripons faiseurs de fanatiques, nous avions encore une fois de plus affaire. Fripons conscients de leurs intérêts et manipulateurs dans cet intérêt, tandis que des fanatiques inconscients étaient entraînés par masse vers le désordre. Le désastre, je veux dire, parce que voilà, ces désordres ont été quand même très très graves. De même, Talal Assad, toujours dans le même esprit d'ignorance des faits, ne veut rien savoir de l'origine précise de ses dessins produits dans la presse danoise. En réalité, il y a une origine très précise, réponse à une enquête sur les questions d'autocensure et de réponse aux intimidations dans la presse. Et c'est comme ça que l'enquête ayant été lancée sur ce thème, des dessinateurs ont répondu à la question: comment voyez-vous Mahomet? 8 dessins non caricaturaux et 4 caricatures. Voilà. Alors sur des bases qui sont quand même très curieuses, c'est-à-dire négation des faits. Les raisonnements qui sont tenus dans la critique est-elle laïque visent eux-mêmes en pratique à délégitimer la critique d'une religion, en l'occurrence l'islam, et en s'attaquant donc à la liberté d'expression en tant que droit, donc il y a une réflexion sur le droit, et en même temps, deuxième stratégie conçue, en recommandant l'autocensure de manière à éviter l'offense aux dévots. Les enjeux propres à cette affaire sont de nature à révéler dans l'argumentation des adversaires du régime de sécularité une solidarité profonde entre plusieurs éléments. Les principes d'un régime démocratique, la primauté du droit commun démocratique sur la loi religieuse, et enfin la possibilité de garantir des droits individuels. Voilà tout ce à quoi on touche quand on commence à contester le droit laïque, séculaire, le même, sur la question de la liberté d'expression. Alors, dommage, les auteurs de ce livre ne conçoivent jamais le moindre commencement de garantie de droits humains individuels dans un régime qui serait à la fois islamique et démocratique, puisqu'ils ont posé les questions dans ces termes. On pourrait leur renvoyer la question, bien sûr, rien. La revendication islamo-gauchiste, parce que alors là c'est tout à fait ça, est d'autant plus étrange qu'à l'échelon local du pouvoir, la coexistence avec l'islam pose toujours les mêmes questions, à savoir oui ou non, les individus ont-ils le droit de se soustraire à une religion qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui peut leur être imposée du fait de leur naissance ou du fait de leur simple présence dans un voisinage où les rapports de majorité à minorité sont tels que des pressions s'exercent sur eux. Il faut rappeler quand même que des assassinats ont été récemment perpétrés en France sur la base d'une affiliation raciale, à savoir que des Arabes et des Noirs, censés appartenir à l'islam, ont été assassinés au motif qu'ils étaient des apostats, et ceci en mars 2012 et en janvier 2015. Or, il est impossible de soutenir que le discours de Daesh n'est pas musulman, car cela supposerait que nous puissions nous fonder sur la connaissance de l'essence de l'islam. En l'absence de clergé, pour unifier la doctrine sunnite largement majoritaire dans le monde, une telle essence n'existe pas, et Hassen Chalgoumi est ni plus ni moins authentique que Tarek Obrou, que Tariq Ramadan ou que le calife autoproclamé de Daesh. Mais nous reparlerons de l'ordre islamique, innocent de tout projet terroriste, et cependant désireux d'accroître son emprise sur un certain nombre de quartiers, en l'occurrence des quartiers d'immigration en France. Pour ce qui concerne la présentation des anthropologues pakistano-américains qui sont ici concernés, je m'en tiendrai à des prises de position significatives pour la question qui nous occupe.
D'abord, Talal Assad, contrairement à de très nombreux intellectuels arabo-musulmans, a refusé de soutenir Salman Rushdie et l'a attaqué sur des questions de fond en 1990. Car comment peut-on se désolidariser de son camp ethnique, semble penser Talal Assad. Il faut dire aussi que Talal Assad est un radical, donc une extrême gauche américaine qui compte sur un public occidental hostile aux États-Unis et aux politiques ultralibérales. Des problèmes qui n'ont rien à voir avec la sécularité des États, mais cela lui facilitait la tâche hors sujet, car qui ne voudrait critiquer la politique des États-Unis dans la période correspondante? D'autre part, Talal Assad a également refusé de soutenir un réformateur de l'islam important qui s'appelle Abu Zaïd lors de son procès pour apostasie en 1995. Et Saba Mahmoud, ancien élève de Talal Assad, fait de même en attaquant par principe les réformateurs de l'islam comme étant des suppôts de l'impérialisme américain. Ça, c'est moi qui le dis, suppôts. Mais par contre, elle attaque très clairement leur association à l'impérialisme américain, et ce sont ces termes. Elle est également l'auteur d'une thèse de 1997 qu'il a lancée dans le sillage de Talal Assad et où elle attaque le féminisme occidental comme étant ethnocentré, en s'enthousiasmant pour un mouvement égyptien de désécularisation, le mouvement des mosquées au Caire. Alors, hormis le fait qu'il revendique une posture radical aux États-Unis, on se demande bien ce que Judith Butler, censée défendre les droits des femmes et des homosexuels, pourrait bien trouver compatible dans sa pensée avec la leur, avec cette manière de contester le régime de sécularité. Mais c'est précisément ma question. En quoi un travail de sape contre le régime de sécularité peut-il bien passer pour progressiste? Et que signifie ce paradoxe, à mon avis, extrême? Comment une extrême gauche états-unienne peut-elle envisager la moindre accointance avec ce que la sociologue algérienne s'appelle Mariem Eli Lucas appelle l'extrême droite musulmane? Voyez son site « Secularism is a woman issue », ce qui veut dire le régime de sécularité est un enjeu pour les luttes de femmes. Talal Assad et Saba Mahmoud peuvent bien se donner le genre le plus radical qu'ils veulent. Je suis frappée par l'archaïsme fondamental de leur position politico-religieuse. Or, le problème gagne la France, puisque cette pensée y trouve ses relais. Et c'est d'ailleurs en novembre 2015 qu'a été publiée en français la traduction de ce séminaire qui s'était tenu en 2007 en Californie, à la suite donc de l'affaire des caricatures. C'est sorti dans un climat clivé, qui est celui de l'après-Charlie, où domine une opposition factice entre les pro-Charlie et ceux qui se présentent comme défenseurs des immigrés rebaptisés musulmans, comme si la mobilisation politique sur des bases religieuses était soudain devenue légitime. Alors que faut-il refuser, à mon avis, dans les propos, dans les thèses des deux anthropologues qui se présentent comme défenseurs des musulmans au séminaire Butler? Alors, première chose, et ça il faut bien le comprendre, il y a tout d'abord la négation de la liberté de choix individuelle en matière religieuse. Alors, sous prétexte d'anthropologie anti-ethnocentrique, eh bien, ces gens nous présentent la foi chez les musulmans comme étant un engagement de fidélité à la communauté et au Dieu, qui ne serait pas l'affaire d'un libre choix. La foi chez les musulmans ne serait pas une catégorie cognitive, supposant l'acceptation ou le refus de certaines idées du type Dieu existe, mais une catégorie politique, concernant le rapport d'une personne à ses coreligionnaires et à son Dieu. Alors, il n'y a rien de nouveau, là, sous le soleil, c'est la religio dans ce qu'elle a de pire, que nous connaissons fort bien, c'est-à-dire un lien social contraignant et un héritage obligatoire.
Alors que des croyants venus d'un autre monde se mettent à revendiquer cette vieille horreur comme une particularité en faisant valoir une position de victime post-coloniale, et tout à coup il faudrait les prendre au sérieux. Or, le problème politique du contrat social, que nous pouvons accepter ou non, n'a rien à voir avec ce genre de régression. Une autre thèse fondamentale serait que le sujet en islam n'est pas autonome. C'est écrit, je veux dire, on croit rêver, hein, il n'est pas autonome parce qu'il est censé appartenir à sa communauté, et ce sont bien les termes d'appartenance, hein, appartenir à la communauté, appartenir à son Dieu. Et là, vous avez en face toute une critique de l'idéologie occidentale de propriété de soi, qui est dégoûtante, etc. Mais bien sûr, parce que c'est un individualisme au service du marché, au service de la bureaucratie, au service des élections, que sais-je encore, et puis ça vient de Locke, l'affreux Locke, etc. Donc, la conséquence politique est inacceptable, totalement inacceptable, c'est une assignation identitaire. Les personnes sont censées appartenir à une identité religieuse du fait de leur naissance. Ceci pose la question de ceux qui décident de ce qu'est la communauté islamique et sa loi religieuse, bien évidemment. Hein. Alors ce sont les entrepreneurs communautaires en tout genre, que ce soit Tariq Ramadan, un théologien, ou que ce soit des intellectuels profanes comme Talal Assad. Ce sont eux, bien sûr, qui prétendent dire ce qu'il en est, des points décisifs, c'est-à-dire ce qu'est la communauté islamique et quelle est sa loi. Deuxième point inacceptable, aucune réflexion n'apparaît sur la nécessité de garantir des droits individuels. Alors là, ça c'est incroyable, hein, parce que le système des mœurs qui est recommandé par cette manière de faire l'éloge anthropologique d'un système particulier est ni plus ni moins qu'un système de contrainte totalitaire. Alors, soit exercé dans le cadre d'un État, c'est du totalitarisme au sens strict, le cas de l'Iran, soit dans des cas où des positions sont acquises dans des quartiers, dans des régions données, où une loi s'impose sans que personne ait à en décider. Et cette loi, c'est la loi des mœurs, c'est-à-dire en fait la contrainte sociale pure. Bon, voilà des choses qu'il faut redire. Hein. Les religions peuvent être et sont la plupart du temps des forces d'oppression, et en tout cas des forces d'oppression tant qu'elles n'ont pas été réduites par le régime de sécularité. Donc, l'État démocratique doit les tenir à leur place dans l'intérêt des individus. Mais c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est la protection des droits des individus, et elle ne s'occupe pas de préserver les droits de je ne sais quelle sous-communauté politique. Enfin, troisième chose inacceptable, à mon avis, l'évitement des questions de philosophie politique qui sont incontournables en démocratie. Parce que c'est ça l'attitude anthropologique, finit par, tourner toujours autour du même relativisme culturel qui interdirait de juger, de discriminer, etc. Alors l'idée que la laïcité, le sécularisme n'est qu'une religion déguisée, en l'occurrence un protestantisme déguisé, permet de rejeter comme non valable toute discussion de philosophie politique sur l'utilité des principes à la vie commune. Mais ça, ce n'est pas possible. Par exemple, on ne peut pas présenter les procès en apostasie comme étant assez acceptables, enfin justifiables, sans devoir dire quelle orthodoxie on doit soutenir, parce que sinon ça n'a aucun sens. Hein. Un procès pour apostasie, ça veut dire que s'il est légitime, c'est que l'orthodoxie est légitime. Alors, est-ce que l'orthodoxie de Ibn Khaldoun, pilier de l'orthodoxie sunnite, est valable? Ce monsieur écrit dans un lointain Moyen-Âge qu'il y a une obligation de convertir tout le monde de gré ou de force. Alors oui ou non, peut-on s'entendre sur la compatibilité ou l'incompatibilité de ce genre de proposition théologique avec la vie commune en démocratie? Même remarque sur l'atrocité des châtiments corporels, de l'excision, etc. qu'un Talal Assad, dans un autre livre, se permet de relativiser, n'est-ce pas? Non, il faut discuter sur le principe du respect de l'intégrité des corps, et on ne peut en aucun cas évacuer ces discussions sur des principes politiques.
Donc c'est la discussion de philosophie politique. Bon, alors comment caractériser les positions que je critique? D'abord une position identitaire, c'est l'éviction de la discussion de philosophie politique au nom de la revendication postcoloniale. Parce qu'on est des victimes postcoloniales, parce qu'on passe son temps à tout relativiser, on exclut la discussion sur les principes communs. Alors ça, c'est pas possible. Donc, je passe très vite sur une question importante, mais elle me ramène aussi à ce grand récit, ce nouveau grand récit de la persécution des musulmans globalisés. Se permettre de globaliser les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on détient la vérité sur ce qu'est l'islam. J'ai dit c'est déjà impossible cette affaire-là. Mais bien évidemment, quand ces universitaires pakistano-américains procèdent ainsi, eh bien, ils prétendent défendre les victimes musulmanes de l'immigration en Europe, mais pour cela, ils commencent par ignorer les musulmans laïcs, c'est-à-dire assimilés. Or, c'est une population très importante en Europe. Ils prétendent également attaquer systématiquement et par principe les réformateurs de l'islam. Or, il n'y a rien d'autre à faire que de réformer l'islam au sens où il n'y aurait qu'à se mettre d'accord sur les conditions d'une compatibilité avec la démocratie. C'est tout. Et ça, c'est des théologiens musulmans qui doivent le faire. Bon. Or, l'attitude de ces anthropologues qui veulent préserver une authenticité culturelle consiste à les discréditer. Ce n'est pas possible. Bon, donc ces positions, c'est des positions identitaires de type réactionnaire, hein, c'est-à-dire, c'est pas conservateur, c'est anti-progressiste et rétrograde. Et cela repose donc sur toute une série de propositions de relativisme culturel de base qui interdisent la discussion de philosophie politique, laquelle implique la référence à l'universalité des raisonnements, des principes. Alors pourquoi le soutien apporté à ces positions ne peut, à mon avis, passer pour progressiste? Eh bien, Judith Butler fait sienne 3 propositions qui ne peuvent pas être acceptées et qui sont les bases de tout le travail de ses 2 collègues. La sécularité serait une religion? Non. L'autonomie du sujet serait illusoire? Non. Et enfin, on pourrait parler des musulmans globalisés comme si on pouvait essentialiser l'affaire. Et elle, bien sûr, elle ne se gêne pas pour parler de l'ontologie du sujet musulman. Allons-y. Hein? Eh oui, l'ontologie du sujet musulman. C'est une philosophie anti-État. J'aurais préféré qu'elle se contente d'attaquer l'État des États-Unis sur une série de problèmes. On aurait peut-être pu être d'accord sans entrer dans des réflexions d'une grande absurdité où, voulant se passer de l'État, on se retrouve tout à coup à l'étage médiéval en se croyant libertaire. Hein, et où il est impossible de garantir des libertés individuelles contre la contrainte sociale à l'état pur. Deuxième chose, toute cette réflexion chez Judith Butler est justifiée en fait par la recherche d'une alliance politique entre des minorités qu'elle considère comme opprimées. Alors, ce sont des minorités sexuelles, ce sont des minorités religieuses, ce sont des minorités raciales. Et comme elle a abandonné tout principe universel de raisonnement politique, en plus, il n'y a aucun principe commun. Et bien évidemment, c'est une alliance extrêmement improbable. Nous le voyons très nettement en France. Il a été question de la manif pour tous, où bien évidemment, on convergeait des catholiques vieille France avec les nouvelles forces de l'islam. Donc, l'alliance politique, en tout cas en France, il n'en est pas question. Et je veux dire, à la limite, tant mieux, les choses sont claires pour nous tout de suite. Ensuite, le raisonnement de Judith Butler, c'est un point important à comprendre, repose sur le fait qu'elle cherche à organiser la cohabitation des peuples, y compris dans la lutte, évidemment, la cohabitation des peuples amenés à occuper les mêmes lieux. Alors, il ne s'agit pas du tout d'organiser la cohabitation des peuples, ce n'est pas à ce genre de problème que répond la laïcité, qui cherche à protéger non pas des peuples au sens ethnique, mais des individus qui sont des citoyens d'un peuple conçu au sens politique, c'est-à-dire non ethnique du terme.
Mais donc, voilà, elle doit raisonner probablement sur l'absurdité qui consisterait à vouloir mettre les Amérindiens dans des réserves et à traiter les immigrés qui font le choix d'émigrer comme ça. C'est pas possible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement d'une réaction identitaire qui transforme une religion en instrument d'hostilité à l'égard d'une société, etc., ce n'est pas une chose qui se produit par hasard, et on ne peut pas raisonner de façon à considérer que tout ce qui se dit de plus identitaire au sujet de l'islam sera une conséquence naturelle du fait que des populations émigrent, sont telles quelles, avec leur religion, et doivent être respectées telles quelles. Car comme le montre très bien Gilles Kepel, dans son livre qui s'appelle « Naissance d'une religion » en France, les banlieues de l'islam, naissance d'une religion. Cette religion naît dans les années 80 en France en réaction à un certain nombre de problèmes sous la forme identitaire, c'est-à-dire sous la forme du refus d'une altérité. Et cette identité réactionnaire n'existe pas sans avoir été produite dans certaines circonstances. Voilà. Donc c'est sur les circonstances, les conditions, etc., qui conduisent une toute petite partie des immigrés à adopter ce genre d'attitude mortifère qu'il faut songer à agir. Et ça, bien évidemment, c'est dans le cadre d'une philosophie laïque qu'on le peut. À part le cas Butler, il y en a bien d'autres qui se mettent à tenir des mêmes raisonnements. Et comment se fait-il qu'une partie de la gauche et de l'extrême gauche aux États-Unis et en France s'engage dans cette voie aberrante d'une contestation de la laïcité ou du sécularisme? Il a été question d'une crise du marxisme qui pouvait déclencher des effets délétères. On change de peuple. C'est-à-dire, au lieu de raisonner sur l'éternel prolétariat défini selon des rapports de classe, tout à coup on se précipite sur le super-prolétariat venu du tiers-monde avec une série de revendications complètement baroques sur lesquelles on cède. Il y a tout ce qui a été signalé par Jean Birnbaum comme crise probable de l'extrême gauche française qui essaierait de se raccrocher au slogan fameux « tout ce qui bouge est rouge » en espérant se rattacher de manière plus ou moins parasitaire à des gens qui s'agitent. Pour ce qui concerne les États-Unis, comme la France, les luttes de diversité et d'identité servent, à mon avis, à escamoter les luttes des classes. Et ça fait longtemps aux États-Unis que ça fonctionne comme ça, où le marxisme n'a jamais pris. Pour ce qui concerne la notion de multiculturalisme, j'ajouterais, sans avoir beaucoup pu développer, que, ironiquement, pour une partie des radicoles, le multiculturalisme finit par se présenter comme une idéologie de l'impérialisme américain. C'est le côté boy scout d'une idéologie de la bonne conscience, tandis que les États-Unis, sous un jour moins plaisant, ravagent Orient et Moyen-Orient depuis 1979. Il y a une vingtaine d'années, Victor Lach, aux États-Unis, voyait un nouveau tribalisme se développer dans le mouvement même où le capitalisme échappait aux régulations nationales. Pour ma part, j'ajouterais que c'est aussi un bel accès de moraline, au sens très péjoratif de Brecht, au moment où s'effondre la politique de contestation de l'ordre établi, la gauche ici, que ce genre de discours de la bonne conscience vide et dangereux se répand.